Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes dernières lectures. Alors, il y a 15 jours de cela, je vous disais que je voulais refaire des updates hebdomadaires, sauf que la première semaine d'avril ayant été très calme, puisque je suis partie notamment au week-end à Trolls et Légendes, j'ai lu un seul livre, donc ce n'était pas un contenu suffisant pour vous présenter un update. La semaine dernière par contre j'ai participé à un marathon lecture avec un groupe de copines. Le marathon d'ailleurs se termine ce soir et par là pour le coup j'ai carburé. Donc on commence tout de suite et je vous parle de ma première lecture. Il s'agit d'Aliette Renoir, La secte d'Abaddon de Cecilia Correia, publié chez Rebelle. Ce livre est également paru il y a quelques semaines ou quelques mois chez J'ai lu, donc voilà, à un prix beaucoup plus abordable. Alors, Aliette Renoir, c'est de l'urban fantasy qui se passe dans le Paris des années 40. Aliette est la fille d'un illustre chasseur de vampires, Émile Renoir. Et lors d'une de ses poursuites, puisque elle-même est chasseuse de vampires, elle va malheureusement se faire transformer. Elle va donc découvrir l'envers du décor, notamment grâce à son créateur, Lawrence, qui est un Américain assez charmant et qui a une très bonne répartie. Aliette a pour but principal dans sa vie de retrouver l'assassin de sa mère qui est un vampire et elle va justement avoir l'occasion de le rencontrer et de le trouver au fil de l'aventure. Ce que j'ai énormément aimé dans ce livre et ce qui ressort en général de tous les avis, c'est l'humour d'Aliette. En fait, Cecilia Correia dans ce livre est complètement barrée. Elle s'est lancée dans le délire de se laisser aller à l'humour et d'écrire son livre en se lâchant complètement, et c'est chose réussie puisque moi je me suis éclatée avec elle. Aliette a énormément de répartie, elle se retrouve régulièrement dans des situations assez cocasses. Dans lesquelles j'aimerais pas forcément me retrouver à sa place, et elle a vraiment du mordant, son jeu de mots. Et du coup voilà, c'est vraiment un délice à suivre. Elle a des métaphores, je me demande où est-ce qu'elle va les chercher, elle a des petits surnoms qu'elle trouve, enfin franchement je l'ai trouvée vraiment super top. J'ai adoré cette héroïne. De plus, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'on a un crossover avec l'un des personnages de Sophie Jomain, donc je ne dirai pas lequel, mais j'ai eu un énorme plaisir de le retrouver dans ce livre, et surtout de voir aussi les jeux de mots qui en coulaient, puisque Aliette a du mal à se rappeler de sa nature à ce personnage, et du coup bah, ça porte à faire de nombreux jeux de mots encore une fois. Sinon, que vous dire, le livre est vraiment bien rythmé, c'est fluide, je me suis pas ennuyée, j'ai vraiment apprécié les personnages secondaires, Aliette évidemment, l'intrigue au niveau de la mythologie, j'ai trouvé que c'était aussi bien travaillé. Là on est dans une mythologie où Satan est père de toutes les créatures morbides, enfin tous les vampires, et du coup l'auteur a fait une petite hiérarchie par rapport à cela, et j'ai trouvé ça très appréciable. Donc voilà, donc je vous conseille ce livre. Je devais le lire en lecture commune avec Virginie de The MM27. On s'y est pris comme des courges et on s'est complètement raté, on l'a lu en décalé, mais cependant je vous invite également à lire son avis, je vous mettrai son lien en barre d'infos pour savoir ce qu'elle a pensé de cette lecture. Ensuite, j'ai lu Insurgent de Veronica Ross, donc le tome 2 de la trilogie Divergent. C'est aux éditions Colleen Harper et c'est une version VO. Alors, c'était une relecture pour moi, sachant que j'avais lu la première fois le tome 2 il y a 3 ans, lors de sa sortie chez Nathan Jeunesse, et j'avais énormément aimé ce livre. J'avais une révélation à la fin à laquelle je ne m'y attendais pas. Et en fait, je me suis un peu mélangé les pinceaux dans cette relecture, c'est-à-dire que j'attendais la révélation de fin, sauf que je pensais que c'était celle qui apparaît à peu près dans les 100 premières pages. Je ne peux pas plus vous en dire. Mais du coup ça m'a vachement déstabilisée dans un premier temps en me disant bah mince, alors c'est quoi déjà la fin? Ensuite j'ai été assez perturbée au niveau de ma lecture en VO. À la seconde moitié du livre je suis repassée en VF parce que je me suis rendu compte que j'étais trop distraite, que je ne faisais pas attention à ce que je lisais, et qu'arrivée à la moitié j'étais incapable de dire ce qui s'était passé pendant les 250 premières pages, et j'étais extrêmement frustrée. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Treki et Corée. Alors vous verrez, Treki quand il va en parler a un avis totalement divergent d'une autre. Décidément ce soir je fais que des jeux de mots, c'est pas grave. Un avis complètement différent, alors que lui a eu du mal entre le style d'écriture et le personnage de Triss. Moi j'ai passé un excellent moment.
ce que les gens peuvent reprocher à Therese dans ce tome, c'est-à-dire que suite à tout ce qu'elle a vécu à la fin du tome 1, elle est devenue vraiment incertaine, elle a peur, elle est dans le doute, elle a perdu toute confiance. Du coup c'est vrai qu'elle va jongler régulièrement d'avis et elle va faire des actes qui sont complètement inconscients. C'est quelque chose qui peut gêner les gens. Moi j'ai compris, je pense qu'à ce niveau-là j'ai une grosse empathie envers les personnages qui souffrent et du coup qui ne savent plus trop ce qu'ils font après. Ça m'a pas gênée. Après comme ça je trouve qu'on voit plus tellement le lien entre Tobias et Tris, même s'il y a toujours cette relation qu'ils ont entre eux, ça devient vraiment un peu plus compliqué. Et sinon au niveau des simulations, j'ai beaucoup aimé du coup retrouver le système des simulations. J'ai aimé découvrir la fin, je me demande ce qui va se passer dans le tome 3. Pas de spoiler, j'ai réussi à éviter tout avis, toute chronique et tout spoil jusqu'à présent, donc s'il vous plaît ne me dites rien. Et je pense qu'on va terminer cette saga très rapidement avec Corée, voilà, pour connaître le fin mot. En parlant de ça, j'ai regardé cet après-midi le live qu'avait fait donc Noémie de Enya Kampa, Justine de Fairy Neverland et Lucie de Lulaili, qui est très intéressant. Elles ont fait un book actually entre le livre et le film. Et voilà, j'ai passé un bon moment à les écouter. Je vous mettrai également leur lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Suite à ça, j'ai lu Mentir, le tome 2 de Ten Tiny Breaths de K.A. Tucker. En anglais, il s'intitule One Tiny Lie. C'est dommage que Hugo New Romance n'ait pas conservé les couvertures VO qui sont juste magnifiques. Je vous mettrai un petit encart par là si je peux. Et parce que voilà, les couvertures sont très poétiques et font rêver. Alors, Mentir raconte l'histoire de Livy, la petite sœur de Casey. Ce livre se passe 3 ans après la fin du tome 1, donc Livy a 18 ans et va intégrer la prestigieuse école de Princeton. Dans le tome 1, on pouvait voir que Livy a toujours eu un rôle altruiste, elle se consacre aux autres, elle a pris soin de sa sœur, elle a toujours pensé aux autres, suite au décès de ses parents, elle a toujours voulu les rendre fiers d'elle malgré le fait qu'ils soient dans l'au-delà. Et du coup, elle a toujours eu un comportement de petite fille modèle. Dans ce tome-là, elle va devoir apprendre à s'affirmer, à se découvrir, savoir qui elle est en faisant plusieurs expériences, que ce soit au niveau du bénévolat, dans le professionnel, que ce soit au niveau des expériences qu'on fait en soirée étudiante, les premières beuveries, tout ça, ou alors au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, Livy va rencontrer Ashton qui est capitaine de l'équipe de l'aviron, qui est un mec qui est coureur de jupons. Donc là-dessus on a totalement un cliché qu'on trouve régulièrement dans la nuit adulte, moi qui me gêne pas du tout. Et on sait déjà qu'il doit avoir un passé puisque l'auteur ne cesse de répéter qu'il est mystérieux, qu'il n'évoque jamais sa vie privée, sa vie passée, qu'il évite toujours les sujets, le mettant au devant de la discussion. À côté de ça, Livy va éviter ce garçon puisque c'est pas du tout ce qu'elle recherche, mis à part qu'il est sexy et voilà. Elle va donc rencontrer Connor qui est plus le type de garçon qui correspond à son idéal masculin. Quelqu'un qui est posé, qui a déjà un avenir quasiment tout tracé, voilà, qui est attentionné, etc., etc. Seulement au fil de l'aventure, eh bien, elle va se rendre compte que son attirance pour Ashton est beaucoup plus forte que ça et elle va se retrouver dans un triangle amoureux qu'elle va avoir du mal à gérer. Alors pour ceux qui n'aiment pas les triangles amoureux, je vous conseille de ne pas lire ce livre parce que vous risquez d'être fortement agacé par les réactions de Livy. Moi-même par moments ça m'a énervée alors que les triangles c'est pas quelque chose qui me gêne. Mais voilà, elle avait des comportements un peu trop... Je ne sais même pas comment vous trouvez définir le terme, mais voilà, je comprenais pas toujours ses actions. C'était un peu too much par moment. Au niveau du drame, il y en a beaucoup moins que dans le tome 1 évidemment, et du coup ça m'a fait déprécier ce livre, si je puis dire déprécier. Parce que dans le tome 1 j'avais vraiment aimé découvrir Casey et toute son histoire et comment elle se reconstruisait, alors que là Livy, comme elle était plus jeune dans le tome 1, elle n'a pas vécu le drame, elle est restée extérieure quand même à tout ça et on voit qu'elle a quand même fait son deuil, même si dans ce tome elle fait une thérapie avec le psychiatre qu'on rencontre dans le tome 1 et qui est un peu un ange gardien et qui a des pratiques vraiment plus communes pour permettre à ses patients de ressortir un petit peu tout ce qu'ils ont dans leur trip. C'est fluide, ça se lit bien, c'est de la nuit adulte, donc si vous aimez le genre, allez-y. En tout cas, moi je remercie les éditions Hugo Roman et j'ai très hâte de lire le tome 3. J'ai lu aussi Love Game 3,5 de Emma Chase aux éditions Hugo Roman toujours, je l'ai reçu cette semaine.
Et là, je vous avoue que cet avis va être vraiment négatif. Tout simplement parce que je n'aime pas Love Game, je l'ai déjà signalé à la maison d'édition mais je pense qu'ils n'ont pas pensé à le noter et que du coup quand j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres j'étais assez sceptique. Je n'aime pas Love Game parce que je déteste simplement Drew. Drew c'est le héros principal du tome 1, je trouve que c'est un con, qu'il met tout le monde dans le même panier, qu'il ne pense qu'avec son sexe, qu'il n'est pas intéressant, enfin je sais pas, je trouve qu'il a rien en fait. Seulement, ce livre, il y a 4 nouvelles et 3 sont racontées par Drew. Donc voilà, je vous avoue, il m'a fait 1 heure mais je me suis pas du tout éclatée, j'aurais aimé lire autre chose mais comme c'était un service presse, je l'ai mis en priorité, normal. Et je suis très contente d'avoir passé cette lecture. Voilà, au niveau des nouvelles, pour revenir sur un avis peut-être un peu plus objectif, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt à lire ces nouvelles, sauf pour les personnes qui sont vraiment fans du couple Drew et Kate. Parce qu'on voit vraiment des tranches de leur vie au quotidien. Donc voilà, ça n'apporte pas énormément de choses. Et je maintiens quand même que l'écriture était mauvaise, vulgaire et pas travaillée du tout. J'ai poursuivi mon week-end avec la lecture de Yanis, déesse de la mort, le tome 1 de la saga Arkham en 4 tomes de Valérie Simon. J'ai lu ce livre avec Céline des Mondes de Lutienne et ce livre est édité aux éditions du Riez. Alors c'est de la fantaisie romantique, j'ai voulu changer totalement de genre puisque j'en avais un peu marre de lire de la young adulte et de la nuit adulte, c'est ce que j'ai fait principalement pendant mon mois de mars. Et j'avais besoin de retourner à mon genre de prédilection, à savoir la fantaisie. Donc j'ai commencé ce livre que j'avais acquis lors de Octogone en 2014, livre dédicacé par l'auteur. Et j'ai adoré. Dès les premiers chapitres, j'ai été transportée par le style d'écriture de Valérie Simon. C'est très lyrique, c'est très poétique, c'est enchanteur. Je me suis régalée. Ça raconte l'histoire dans une première partie de Rosendel, qui est une elfe, et de Laocoon, qui est un prince démon. Leurs deux peuples se font la guerre depuis des lustres, et tels Roméo et Juliette, Rosendel et Laocoon vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre et suite à cet amour va naître Yanis. Seulement, Yanis ne va pas pouvoir rester au sein du couple pour diverses raisons dont je tairai les raisons. Et elle va être remise à Ancilla, une prêtresse qui va l'éduquer au sein de son temple. Donc on va suivre un petit peu sa croissance jusqu'à ses 16 ans, jusqu'à ce qu'elle rencontre un autre personnage qui va lui faire ouvrir les yeux sur ce qu'elle est réellement. Parce qu'en fait Yanis ne sait pas qu'elle est issue d'une union entre une elfe et un démon. Elle pense qu'elle est déesse de la mort puisque c'est ce qu'on lui a inculqué depuis sa toute tendre enfance. Et qu'elle est donc immortelle et voilà, et elle ne croit pas aux légendes. Vu qu'elle a vécu dans un temple de prêtres, elle croit plus en Dieu au niveau du christianisme. Et lorsqu'elle va rencontrer ce personnage secondaire, il va essayer de lui parler des légendes et des autres créatures qui existent et de lui faire ouvrir les yeux sur certains pouvoirs qu'elle a en lui demandant mais d'après toi comment tu les as? Et en fait il va falloir beaucoup de temps à Yanis pour assimiler tout ça et réaliser ce qu'elle est. Enfin elle ne sait pas vraiment plus ce qu'elle est mais pour ouvrir les yeux sur le fait que il y a des choses quand même pas claires depuis son enfance. J'ai vraiment apprécié, le livre est découpé en 2 parties. Au début j'étais un peu déstabilisée parce que je m'attendais à voir tout de suite Yanis, or on voit ses parents, mais ça nous permet également de découvrir tout l'univers mis en place par Valérie Simon. Et je vous dis, au niveau de l'écriture, j'ai été enchantée pendant toute ma lecture, j'ai vraiment adoré. Donc si vous recherchez de la fantaisie française, fantaisie romantique, avec un très beau style d'écriture, je vous recommande Yanis, déesse de la mort. Pour continuer, j'ai lu L'écagne des cerises, le tome 1, le zoo pétrifié de Joris Chamblin et Aurélie Néret aux éditions Soleil collection Métamorphose. Une BD que je voulais lire depuis très longtemps, un album jeunesse parce que tout le monde en parle en bien et j'avais très envie de le découvrir donc j'ai pu le réserver à la médiathèque. Alors Cerise c'est une petite fille de 10 ans et demi qui rêve de devenir écrivain, qui a beaucoup de peps, qui a un petit caractère aventurier et c'est une de ces petites filles à laquelle on s'attache facilement parce qu'elle est toute mignonne et toute pleine de volonté. Au début du livre, en fait, elle nous raconte sous forme de journal intime ce qu'elle veut faire plus tard, qui sont ses amis, qui est-ce qu'elle va mettre en scène, le lieu où ça se déroule, etc. Et du coup, on a vraiment une forme de carnet, journal intime, dans lequel elle nous livre pas mal de choses. Puis, au fur et à mesure de la lecture, l'histoire va se transformer en bande dessinée,
puisqu'elle va nous raconter sa première histoire suite à une sortie avec ses copines dans leur cabane où elles vont découvrir qu'un homme revient chaque semaine avec les mains remplies de pots de peinture et complètement repeint de la tête aux pieds. Elles vont se demander ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il fait, donc elles vont partir dans leurs idées et en fait un jour Cerise va le suivre et va découvrir un monde auquel elle ne s'attendait pas. Et j'ai vraiment adoré, c'est super mignon, c'est plein de nostalgie, c'est très beau, la fin j'ai été saisie par les émotions et je m'attendais pas à autant d'émotions dans un premier tome et vraiment je suis ravie de cette lecture et je vous la recommande très fortement. Enfin, en dernière lecture de la semaine passée, j'ai lu Gioconda de Nikos Kokantsis, édité chez l'Aube. Donc c'est un livre que Treki m'a prêté. Il en a fait l'éloge sur sa chaîne, je vous mettrai également son lien en barre d'infos. Et du coup, je suis ravie de l'avoir lu pour plusieurs raisons. Alors, l'histoire, ça raconte l'histoire de l'auteur, Nikos, qui, lorsqu'il était adolescent, est tombé fou amoureux de sa petite voisine. Et il a vécu avec elle une très très belle histoire d'amour. Sauf que sa petite voisine dans Gioconda était juive et que ça se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc à ce niveau-là, on sait déjà comment ça va terminer. Et voilà, en tout cas, au niveau du livre, j'ai beaucoup aimé. Dans un premier temps, j'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe en Grèce et que l'auteur nous permette de découvrir cette région de la Grèce. C'est une ville qui, avant la déportation, comptait 120 000 habitants, dont 80 000 juifs. Et seulement 2% sont revenus de la guerre. Donc ça m'a mis des frissons d'horreur. Je ne pensais pas qu'il y avait d'autres villes en dehors des pays de l'Est qui comptait de nombreux juifs et du coup c'est quelque chose qui m'a fortement plu d'en apprendre plus à ce niveau-là. Au niveau de l'histoire d'amour, c'est bien écrit, c'est beau, on sent qu'il a vécu quelque chose d'intense avec cette jeune fille, que ce n'est pas parce qu'ils étaient des enfants ou des adolescents qu'ils n'ont pas pu vivre quelque chose comme les adultes. Tous les instants partagés étaient très très forts et très passionnés. Et même à ce niveau-là, où quand ils tombent amoureux et qu'ils commencent à avoir une relation, ils ont 13-14 ans, donc on est en 1943, la culture est interdite, ils ne vont plus à l'école, ils n'ont plus le droit à la radio. Et donc ils vont découvrir par eux-mêmes le désir. Et en fait ce que j'ai aimé par rapport à ça, c'est que les adolescents sont jeunes et Nikos Kokantsis nous décrit ce qui lui est arrivé avec beaucoup de naturel et de simplicité et sans vulgarité évidemment. C'est beaucoup de douceur, c'est beaucoup d'amour et c'est beaucoup de naturel et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est un livre très agréable à découvrir, une belle histoire, ça touche si vous ne connaissez pas, c'est un livre qui n'a pas été très promu mais n'hésitez pas à l'acquérir si ça vous tente. On va passer maintenant à mes lectures en cours, donc il y en a une que j'ai bientôt finie, j'aurai terminé certainement ce soir, il s'agit de numéro 4 de Pittacus Lore. Alors, je pense que je peux déjà carrément vous en parler et puis je le squeeze la semaine prochaine ou non, je vous en reparle la semaine prochaine. Juste pour vous dire 2-3 mots, c'est de la science-fiction jeunesse. Le film a été adapté en 2011 avec Alex Petfitter, un truc comme ça, je me rappelle plus bien de son nom. J'avais lu le livre avant le film, j'ai adoré les deux, que ce soit le livre ou l'adaptation, même si dans l'adaptation ils ont fait sauter beaucoup d'éléments importants. Mais j'avais passé un très bon moment en regardant le film que j'ai en Blu-ray et que je regarde assez régulièrement. Donc je vous en reparle plus la semaine prochaine. Et en seconde lecture, j'ai commencé Or et Nuit de Mathieu Rivero aux éditions Les Moutons Électriques. Donc j'ai acheté ce livre à Trolls et Légendes, le livre est sorti le 2 avril et voilà, j'ai lu à peu près 3 chapitres. Ouais, je suis pas loin de la fin du 3e chapitre, j'aime beaucoup. J'ai un petit peu du mal avec les noms des personnages parce qu'il y a une pléthore de personnages avec des noms orientaux et du coup j'ai pas encore bien retenu qui était qui, quel rôle il avait, etc. Mais en tout cas ça dépayse carrément. Donc c'est l'histoire de Sherazade qui fuit son époux parce qu'il la menace de la tuer tous les soirs et elle survit en lui racontant les histoires issues notamment des Mille et Une Nuits. Et donc quand elle va fuir, elle va malheureusement tomber sur un groupe de brigands qui vont la prendre en otage en demandant une rançon. Et en fait elle va commencer à raconter une histoire, une légende à son geôlier qui met en place un sultan. Voilà, donc j'en suis pas très loin. Je peux pas encore trop vous en dire, mais en tout cas au niveau de l'écriture c'est déjà très bien écrit, il y a un langage qui est travaillé.
Donc c'est vraiment très agréable. Et pour mes lectures à venir, j'ai prévu de lire donc Red Queen de Victoria Ayvard. Voilà, pour une lecture commune avec mon groupe de Bouquina. Et j'ai prévu de lire Complètement cramé de Gilles Le Gardinier pour une autre lecture commune, cette fois-ci avec Ezila, et c'est un groupe de lecture commune. J'ai également prévu d'autres livres mais je n'ai pas vraiment précisé quoi, donc je vous en reparlerai n'importe comment lors de mon prochain update vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Bisous!